Perché sur son rocher, avec sa silhouette emblématique connue du monde entier, le Mont Saint-Michel attire en moyenne de 2 à 3 millions de visiteurs chaque année. Prouesse architecturale, l'abbaye est constituée d'une succession de constructions venues s'empiler les unes au-dessus des autres. La plus impressionnante et la plus célèbre est sa merveille gothique, bâtie sur 3 niveaux au XIIIe siècle. Il est un lieu plus discret et moins connu du grand public, situé à seulement une vingtaine de kilomètres du mont par la côte, et qui conserve l'âme de l'abbaye, c'est-à-dire sa mémoire spirituelle, culturelle et intellectuelle. La bibliothèque patrimoniale d'Avranches. Celle-ci a été bâtie en 1850 afin de conserver l'autre merveille du Mont Saint-Michel, ses manuscrits. Provenant de l'ancienne bibliothèque monastique, un grand nombre de ces livres a été copié et enluminé par les copistes et les artistes du Mont Saint-Michel, très actifs depuis l'an 1000 jusqu'au XIIIe siècle. Un projet financé par le ministère de la Culture a été monté en 2018 afin d'analyser les matériaux utilisés par les copistes et les artistes du Mont Saint-Michel. Son objectif est de mieux comprendre le fonctionnement du scriptorium de ce monastère à l'époque romane. On a une équipe de chercheurs du Centre de recherche sur la conservation qui vient étudier un corpus de manuscrits assez prestigieux puisqu'ils viennent de l'abbaye du Mont Saint-Michel. Cette équipe travaille sur l'analyse des matériaux qui ont servi à fabriquer ces livres, c'est-à-dire le parchemin, les encres, les pigments, voire les liants, que les copistes des 10e, 11e, 12e siècles ont utilisés pour fabriquer ces livres. Depuis la Révolution française, les manuscrits et les livres ont été énormément dispersés. Finalement, il y a assez peu d'endroits qui sont propices à ce type de recherche. La ville d'Avranches a la chance, depuis la Révolution, de posséder ces livres du Mont Saint-Michel, donc un lieu assez emblématique, où on sait qu'il y a eu une production de livres de qualité sur 200 à 300 ans. C'est un corpus de manuscrits qui a été énormément étudié d'un point de vue historique, où ils ont été faits, quand est-ce qu'ils ont été faits, des fois même on peut savoir qui a écrit dans certains de ces manuscrits. Et donc ça c'est extrêmement précieux puisqu'on peut recouper nos données sur l'analyse matérielle avec des informations qu'on sait d'un point de vue historique. Dans le cas présent, on travaille principalement sur la période autour des manuscrits qui précèdent le XIe siècle. Ces analyses vont nous permettre à la fois de mieux connaître les pratiques de l'époque, du point de vue des matériaux qui étaient utilisés, que ce soit aussi bien pour les encres, le parchemin, l'espèce animale, les peaux qui étaient utilisées, ou toutes les matières colorantes, donc pigments, colorants, liants, toutes ces différentes matières qui rentraient dans la composition et dans la fabrication des manuscrits. Donc il y a à la fois une connaissance sur les pratiques anciennes et il y a aussi une information qui sera intéressante sur la conservation de ces matériaux. Essayer de mieux comprendre pourquoi certaines couleurs se dégradent dans certains manuscrits et pas dans d'autres, pour mieux les conserver, les préserver sur le long terme. Dans le cas des matières colorantes, on a croisé plusieurs techniques. Des techniques qu'on appelle des techniques d'analyse élémentaire. On va regarder l'élément chimique, c'est-à-dire la présence de cuivre, de plomb, de zinc. On va chercher à le quantifier. En parallèle, on va aussi utiliser des techniques plutôt d'analyse de la molécule, donc qui vont nous donner des informations. Le spectre sera comme une empreinte digitale du composé. Et c'est vraiment en croisant toutes ces différentes techniques qu'on va pouvoir identifier les différents composés. Dans le cadre de ce projet, on utilise différentes techniques. Certaines d'entre elles sont des techniques portables et non invasives que l'on peut directement utiliser à la bibliothèque d'Avranches lorsque l'on vient sur site. Donc il y en a deux, une qui s'appelle la spectroscopie de réflectance, qui nous permet d'avoir des informations sur la manière dont la couche picturale va réfléchir ou absorber la lumière, et donc va nous permettre de réaliser l'identification de certains pigments. On envoie de la lumière et on regarde où on a des absorptions et ces absorptions sont caractéristiques de certains matériaux. Donc on va avoir une information à la fois par exemple là sur les pigments mais aussi sur le support donc ici du parchemin. Et l'autre technique est la spectroscopie de fluorescence des rayons X. Et elle va nous donner des informations sur les éléments chimiques présents dans la couche picturale, qui va nous permettre également de remonter à l'identification de certains pigments. On va irradier une surface par un faisceau de rayons X.
Les éléments qui sont présents vont interagir avec les rayons X et engendrer une fluorescence. On va obtenir un spectre de fluorescence. Sur ce spectre-là, chaque pic de fluorescence sera associé à un élément. Ensuite, nous avons des techniques qui sont utilisées en laboratoire et pour lesquelles on réalise des micro-prélèvements. Une d'entre elles, notamment, s'intéresse à l'identification de l'espèce animale des parchemins et une autre nous permet également d'identifier les pigments pour lesquels les techniques non invasives que l'on utilise à la bibliothèque présentent certaines limites. Pour des raisons de conservation, on va privilégier les zones non sensibles. Par exemple, pour les fibres de parchemin, on va les prélever dans les zones dépourvues d'écriture et d'enluminure, telles que les marges. Et pour les micro-prélèvements de pigments, de colorants ou de liants, on va privilégier les zones de décor ayant des défauts, des zones où il y a eu des débordements ou des décharges d'encre. Cet appareil est un spectromètre infrarouge. Donc c'est une technique qui va nous apporter des informations sur la nature principalement des matériaux organiques tels que les liants qui sont utilisés pour lier les matières colorantes, essentiellement les pigments. Un appareil qui permet de faire des mesures sans prélèvement. On utilise donc une lumière infrarouge qui va venir interagir avec le matériau. Une partie de cette lumière va être absorbée, modifiée et on va récupérer cette lumière modifiée pour identifier les différents composés qui sont présents. Donc, durant cette campagne, on s'est intéressé aux différents constituants du manuscrit. Donc, on s'est intéressé aux parchemins, aux encres et aux matières colorantes. C'était particulièrement intéressant de croiser ces différentes informations et de voir qu'il y a des évolutions pour chacun des types de matériaux. Dans le cas des parchemins, on observe des évolutions ou des choix particuliers dans le type de peau, le type d'espèce animale. On va rencontrer principalement des peaux de mouton pour la préparation du parchemin, mais exceptionnellement, pour certaines zones du manuscrit, on va préférer la peau de veau, puisque c'est un parchemin qui est de meilleure qualité, qui a un meilleur rendu et qui est aussi mieux adapté pour la préparation ou la réalisation d'enluminure. Sur les encres, on a observé que les encres ne contiennent que du fer, il n'y a pas d'autres éléments métalliques, alors que dans des encres plus tardives, de la fin du XIVe siècle, on va rencontrer d'autres éléments chimiques dans ces encres, tels que du cuivre, du zinc ou du plomb. On s'attendait à voir d'autres métaux dans ces encres que simplement du fer. Or, les manuscrits du Mont-Saint-Michel contiennent quasiment exclusivement du fer, ce qui veut dire qu'ils avaient à l'époque un sel de fer très pur. Est-ce que cela provenait d'une source d'approvisionnement très sûre et très bien maîtrisée, ou est-ce que c'était un savoir-faire local? Il est difficile de le dire. Et il est tout à fait étonnant de voir qu'au XIe siècle, au Mont-Saint-Michel, on était capable de se procurer des sulfates de fer très purs. Ce qui n'est de toute évidence pas le cas du XIVe siècle, par exemple. Pour ce qui est des matières colorantes, on observe principalement une évolution dans les rouges qui ont été utilisés, le pigment rouge qui a été utilisé, avec principalement l'utilisation de minium. Puis on va observer l'apparition ou l'utilisation de vermillon. On retrouvera beaucoup en mélange avec du minium. La question est de savoir est-ce que ce mélange est volontaire ou est-ce qu'ils avaient un contrôle sur l'utilisation de ces composés. On va retrouver ponctuellement aussi des manuscrits avec la présence de vermillon de façon isolée. On voit effectivement que dans certains cas, le liant qui a été utilisé, c'est plutôt des matériaux protéiniques tels que de la colle de peau ou du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf. Et dans d'autres cas, on voit plutôt des résines. On a fait une petite sélection de manuscrits qui sont très complexes, avec beaucoup d'enluminure, beaucoup de couleurs, des choses où avec nos techniques qui sont ponctuelles, ça va être compliqué à analyser. Et donc cette petite sélection va venir à Paris, où on a quelques équipements qui sont un peu plus compliqués à déplacer, mais qui vont permettre de faire de ce qu'on appelle de l'imagerie chimique. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe que les techniques qu'on a amenées ici, mais au lieu d'avoir quelques points d'analyse, on va avoir un point d'analyse sur chaque pixel de notre image. Ça va nous permettre d'aller plus loin et puis de pouvoir passer plus de temps à les observer et plus de temps pour revenir sur les endroits qui peuvent nous poser des questions.
L'un de ces manuscrits est un manuscrit de la fin du Xe siècle, qui est considéré comme le plus ancien manuscrit produit au Mont-Saint-Michel. Et grâce à un outil qui s'appelle un scanner de fluorescence X, on peut isoler la partie écrite à l'encre de la couche de couleur qui a été rajoutée par-dessus. Et grâce à cela, on a pu identifier le monastère où Geldoin a copié son livre. C'est l'abbaye Saint-Lomeur de Blois, donc une des grandes abbayes de la vallée de la Loire, qui sont en lien avec l'abbaye du Mont-Saint-Michel autour de l'an 1000. Et c'est vraiment une découverte très très intéressante pour notre projet, puisque cela permet de comprendre quels étaient les liens du Mont-Saint-Michel avec les autres abbayes avant que les autres abbayes normandes se développent. La suite du projet, eh bien, il va y avoir un gros travail sur les données. Nous avons accumulé énormément de données. Donc il faut traiter chacune de ces données, puis après confronter toutes ces données les unes aux autres. Ensuite, il faudra confronter toutes les informations recueillies par les analyses des matériaux avec les données des historiens. On a mis en évidence que la méthodologie, c'est-à-dire cette approche multitechnique, était très riche. Donc l'idée, ce serait de pouvoir appliquer cette même approche sur d'autres corpus de manuscrits. Donc des manuscrits qui sont proches, tels que les manuscrits de Fécamp, ou des manuscrits qui ont été produits dans la région, en Normandie, donc soit au sein d'autres abbayes, pour essayer de comparer les pratiques au sein de chaque abbaye. La valorisation des résultats se fera de 3 manières. D'abord, l'équipe du projet présentera les résultats à l'occasion de colloques, puis ces communications feront l'objet de publications dans des revues scientifiques. Dans un second temps, les chercheurs et les amateurs pourront eux aussi accéder à ces résultats grâce à l'actualisation des notices des manuscrits dans la bibliothèque virtuelle du Mont-Saint-Michel. Et enfin, le public pourra à son tour découvrir ces informations en visitant le scriptorial, c'est-à-dire le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel.